Dans le sanctuaire doré et feutré du restaurant le plus exclusif de New York, où le pouvoir est la principale monnaie et l'argent n'est qu'un murmure, une jeune serveuse se déplaçait comme un fantôme parmi les titans. Elle était invisible, simple rouage dans leur monde de contrats à plusieurs milliards et de cruauté désinvolte. Mais ce soir-là, deux hommes débordant d'arrogance et de richesse décidèrent d'utiliser une langue étrangère comme une arme privée, raillant la jeune fille discrète qui servait leur vin millésimé. Ils la croyaient insignifiante, ils se croyaient intouchables. Ils allaient découvrir que certains secrets ne restent pas enfouis et que les vérités les plus dévastatrices peuvent être délivrées en un allemand parfaitement fluide. L'air d'Etelgard était saturé de l'odeur de l'argent ancien et de l'ambition nouvelle. L'atmosphère était soigneusement orchestrée, du bordeaux profond des banquettes, en velours, à la douce lumière dorée des lustres en cristal qui pendaient comme des constellations figées. Ici, les conversations se tenaient à voix basse, le tintement du cristal et de l'argenterie contre la porcelaine étant le seul son aigu autorisé à percer la bulle d'un privilège extrême. Pour les clients, c'était une forteresse de solitude face à la ville chaotique dehors. Pour le personnel, une cage dorée où ils exécutaient une chorégraphie nocturne silencieuse, leur vie et identité laissées à la porte avec les manteaux de fourrure et les mallettes. Anneliese Schmidt était une maîtresse de cette chorégraphie. À 26 ans, elle possédait une assurance qui démentait son âge et sa condition. Ses gestes étaient économes et gracieux, tandis qu'elle naviguait dans les étroits couloirs entre les tables, le dos droit, l'expression un masque serein de neutralité professionnelle. Elle pouvait décanter un Château Margaux 1982 sans renverser une goutte, décrire le profil aromatique des noix de Saint-Jacques poêlées à la mousse de truffe en 3 langues si nécessaire, et anticiper le besoin d'un client en eau avant même qu'il n'en prenne conscience. Pour la clientèle d'Etelgard, elle n'était que la serveuse, une présence agréable, efficace et totalement oubliable dans le décor. Personne ne voyait les ombres derrière ses yeux gris calmes. Personne ne savait que les mains qui débarrassaient si adroitement leurs assiettes avaient autrefois tenu une bourse d'études à l'université de Heidelberg, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Allemagne. Personne n'imaginait que son esprit, occupé ce soir-là à mémoriser les plats du jour, avait jadis disséqué des théories macroéconomiques complexes et analysé des rapports financiers denses avec une acuité qui avait valu à ses professeurs de la considérer comme une prodige. Cette villa semblait appartenir à une autre. Elle s'était brisée 3 ans plus tôt, le jour où son père, un biochimiste brillant mais trop confiant nommé Dr Alistair Schmidt, l'avait appelé en larmes. Sa petite entreprise innovante, Schmidt Biosolutions, bâtie sur une technologie révolutionnaire de purification de l'eau à laquelle il avait consacré son âme, avait été vidée lors d'une OPA hostile. Les investisseurs, un fonds de capital investissement impitoyable, avaient utilisé des tactiques prédatrices, exploité des failles juridiques et fabriqué une crise de confiance qui avait fait chuter la valeur de l'entreprise. Ils l'avaient rachetée pour une bouchée de pain, démantelé ses actifs, vendu les brevets et laissé son père avec rien d'autre qu'une dette écrasante et un cœur brisé. Le choc avait déclenché un AVC massif, laissant Alistair partiellement paralysé et nécessitant des soins constants. Anneliese avait abandonné sans hésiter ses études doctorales en Allemagne pour revenir aux États-Unis et devenir sa principale aide-soignante. La montagne de factures médicales et la dette issue du sabotage corporatif l'avaient contrainte à une vie qu'elle n'avait jamais envisagée. Etelgard, avec sa clientèle fortunée et ses pourboires généreux, était le mieux qu'elle pouvait faire sans CV récent, ni temps pour une carrière conventionnelle. C'était un moyen de subsistance, une pénitence, une façon de maintenir son père dans un établissement de soins décent. Chaque soir, elle enfermait son passé dans un petit casier du vestiaire, à côté d'un exemplaire usé de La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes. Elle enfilait son uniforme amidonné, lissait ses cheveux blonds en un chignon serré et devenait le fantôme d'Etelgard. Ce soir-là, le fantôme allait être vu. Ils arrivèrent à 20h précises, entrant dans le restaurant avec une vague invisible d'arrogance qui fendait l'air devant eux. L'homme de tête était Harrison Blackwood, un nom synonyme de raid corporatif et d'une richesse incommensurable. La cinquantaine tardive, il avait une crinière argentée, un visage taillé dans le granit et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver, froid et scrutateur. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un requin. Son costume sur mesure, une armure sombre qui hurlait le pouvoir. À un pas derrière lui suivait son associé,
un homme plus jeune et plus mince nommé Gareth Vance. Gareth avait l'air empressé et légèrement anxieux d'un courtisan, désespéré de plaire à son roi. Il riait un peu trop fort au trait d'esprit d'Harrison et scrutait chaque pièce comme s'il en évaluait simultanément la valeur et le niveau de menace. Le maître d'hôtel, Dubois, un homme qui se targuait de son sang-froid inébranlable, sembla rétrécir en leur présence, son charme habituel remplacé par une déférence nerveuse. « Monsieur Blackwood, un plaisir. Votre table habituelle est prête. » « Elle a intérêt, » gronda Harrison, sa voix grave et résonnante. Sans même daigner croiser son regard, ils furent installés dans la section d'Annelise, à la table d'angle privilégiée, offrant une vue panoramique sur les lumières de la ville. Une table réservée aux dieux de ce monde, et ce soir, Harrison Blackwood était Zeus. Annelise s'approcha avec la carafe d'eau, son visage un portrait parfait de soumission polie. « Bonsoir, messieurs. Puis-je vous proposer de l'eau plate ou gazeuse ?» Harrison balaya l'air d'un geste dédaigneux, déjà plongé dans une conversation avec Gareth. Ce fut Gareth qui répondit « gazeuse ». 2 bouteilles de San Pellegrino. Annelise inclina la tête et se retira. En versant l'eau, elle ne put s'empêcher d'entendre leur conversation, en anglais pour l'instant. Il s'agissait d'une acquisition récente, une start-up technologique qu'ils avaient rationalisée, un euphémisme corporatif pour licencier la moitié des effectifs. Le conseil d'administration était sentimental, disait Harrison, un sourire narquois aux lèvres. Il parlait d'innovation et de culture d'entreprise. Je leur ai dit que la culture ne figure pas au bilan. Nous avons vendu leur division serveur à un concurrent avec 50% de profit en 3 semaines. Fin de l'histoire. Gareth gloussa. Une leçon magistrale, Harrison. Vraiment. Annelise posa les menus devant eux. Je m'appelle Annelise et je serai votre serveuse ce soir. Nos plats du jour incluent un risotto aux champignons sauvages avec truffes blanches et un dos de mérou préparé à table. Harrison Blackwood la regarda enfin. Son regard n'était pas un accusé de réception, mais une évaluation, comme on inspecte un meuble. Ses yeux la balayèrent de la tête aux pieds, s'attardant une fraction de seconde de trop. Une lueur froide et méprisante dans leur profondeur. Il ne lui dit rien, se tournant vers Gareth et changea de langue. « Regarde-la, mon cher », commença Harrison en allemand clair et net, son ton passant à une complicité désinvolte. Les mains d'Annelise ne tremblèrent pas en posant le panier à pain sur la table. Sa posture resta droite comme un I. À l'intérieur, cependant, un interrupteur bascula. Un instinct primal de calme absolu s'installa, celui d'une créature forestière qui sent un prédateur proche. Gareth, visiblement fluent lui aussi, se pencha avec un sourire conspirateur. Une petite serveuse mignonne, certainement pas la plus affûtée des outils dans l'établi. Annelise se redressa, son visage toujours un masque placide. « Puis-je vous intéresser, messieurs, à un cocktail ou à une sélection de notre carte des vins avant votre repas ?» demanda-t-elle en anglais parfait, sa voix calme et égale. Harrison ignora sa question, prenant une gorgée d'eau. Il regarda par la fenêtre, puis revint à Gareth, continuant en allemand comme si elle n'existait pas. « C'est ce que j'aime dans des endroits comme celui-ci. Le service est anonyme. On peut parler de tout. Ils font partie des meubles. » Annelise sentit une brûlure lente monter dans sa poitrine. C'était une sensation familière, la piqûre d'être sous-estimée, rendue invisible. Mais c'était différent, plus cru, plus personnel. Elle n'était pas juste une serveuse, elle était l'objet de leur amusement privé. Elle se tenait près de la table, statue silencieuse du service. Elle le devait. Les soins de son père dépendaient de cet emploi. Des pourboires d'hommes exactement comme ceux-ci. Elle pouvait endurer. Elle avait enduré pire. Mais la nuit était jeune, et Harrison Blackwood ne faisait que commencer. Il ignorait que les meubles, dont il parlait non seulement écoutaient, mais comprenaient chaque mot venimeux. Et il ignorait qu'il allait aborder le seul sujet au monde, capable de la faire briser son silence. La commande fut une démonstration de domination désinvolte. Harrison Blackwood ne consulta pas tant le menu qu'il ne le commanda. On commence par les huîtres Rockefeller et le steak tartare. Ensuite, 2 ribeyes avec os, saignant. Et apportez le Pétrus 2005. Pas de dégustation. Décantez-le correctement. Il agita la main, la congédiant encore. Le Pétrus seul valait 5 000 $ la bouteille. Pour eux, c'était une pensée après coup. Annelise récupéra la bouteille à la cave, ses mains bougeant avec une précision rodée. Le poids de la bouteille semblait obscène dans sa paume. Il représentait près de 2 mois de frais pour l'établissement de soins de son père. En présentant la bouteille à Harrison pour inspection, il jeta un œil à l'étiquette et hocha brièvement la tête avant de revenir à Gareth. «
reprenant leur conversation en allemand. Alors, Zeruku Northstar, dit Garrett, baissant légèrement la voix, mais toujours parfaitement audible pour Annelise qui entamait le rituel soigneux du décantage. Revenons à Northstar. Le sang d'Annelise se glaça. Northstar, c'était le nom de code interne, le pseudonyme que le fonds de Capital Investissement avait utilisé pour l'acquisition de l'entreprise de son père. Elle l'avait vu sur les rares documents que l'avocat de son père avait pu sauver des décombres, un nom gravé dans sa mémoire comme une marque de poison pur. Son cœur se mit à marteler contre ses côtes, un tambour frénétique sous son extérieur calme. Elle garda les yeux baissés, concentrée sur le filet régulier de vin rubis coulant dans la carafe en cristal, sa respiration mesurée. Elle ne pouvait pas réagir, elle ne le ferait pas. Northstar était une beauté, médita Harrison avec une nostalgie cruelle dans la voix. Il fit tourner le vin que Garrett lui avait servi, en humant l'arôme. « Cher Alton Narmidhatton », Alyssa a gobé le vieux fou Schmidt. Il a cru tout ce qu'on lui racontait. « Annelise est très solide ». L'insulte était si directe, si personnelle, comme un coup physique. Vieux fou. Il parlait de son père brillant, doux et confiant. L'homme qui lui lisait des poèmes le soir et lui avait appris à identifier les constellations. L'homme dont l'œuvre de toute une vie était maintenant moquée autour d'une bouteille de vin à 5 000 $ par le monstre même qui l'avait détruit. Garrett rit, un son servile et laid. Il parlait toujours d'obligations éthiques et du bien de l'humanité, comme si ça payait les factures. Exactement, confirma Harrison en s'adossant à sa chaise. Nous avons créé le récit. Quelques murmures, au bon journaliste, sur des problèmes de trésorerie. Un rapport interne fabriqué de toutes pièces, fuité à ses investisseurs clés, suggérant que la technologie de purification était instable, du fearmongering classique. Quand nous avons fait notre offre, ils étaient si paniqués qu'ils nous ont pratiquement payés pour qu'on leur enlève l'entreprise des mains. Le restaurant, le tintement des assiettes, le murmure doux des autres conversations, tout s'effaça. Annelise était piégée dans une bulle horrifiante avec ces deux hommes, forcée d'écouter un récit en direct de la ruine de sa famille. Elle pouvait tout imaginer. Son père arpentant son bureau, le visage marqué par l'inquiétude tandis que les appels affluaient, sa confiance en ses partenaires s'érodant, son rêve se transformant en cauchemar. Ces hommes n'avaient pas seulement acheté une entreprise, ils avaient orchestré l'effondrement d'un homme. Le meilleur, ajouta Garrett, les yeux brillants d'admiration, c'était d'utiliser son propre chef de R&D contre lui. Comment s'appelait-il déjà? Peterson. Petersonen, confirma Harrison avec un sourire narquois. On lui a promis un siège au conseil d'administration de la nouvelle coquille vide. Tout ce qu'il avait à faire, c'était truquer les données sur les tests de viabilité à long terme. L'idiot a signé une déclaration sous serment affirmant que la technologie avait un défaut critique qui émergerait après 5 ans. Un mensonge complet, bien sûr, mais c'était le clou dans le cercueil. La crédibilité de Schmidt était fichue. Annelise se rappelait le docteur Peterson, un homme que son père avait mentoré pendant une décennie, traité comme un fils. La trahison l'avait blessée plus que la perte financière. Elle termina de décanter le vin, ses mouvements robotiques. Elle versa une petite quantité dans le verre d'Harrison, puis dans celui de Garrett, son visage un masque impénétrable de pierre professionnelle. Mais à l'intérieur, une rage glaciaire se formait, solidifiant le chagrin et l'impuissance qu'elle avait ressentie pendant 3 longues années, en quelque chose de dur et déguisé. Ils étaient à passer des entrées et attendaient maintenant leur steak, le vin coulant librement. Harrison devenait plus expansif, plus arrogant à chaque gorgée. Il désigna Annelise d'un geste de son verre tandis qu'elle remplissait son eau. Il articula légèrement, regarde-la planer. Aucune idée des conversations qui se déroulent juste sous son nez. Le cerveau d'un poisson rouge dans un joli emballage. Son plus grand souci dans la vie, c'est probablement de savoir si elle gagnera assez de pourboire pour payer son loyer. Garrett ricana dans sa serviette. Moins de soucis, plus de bonheur, je suppose. C'en était trop. La condescendance, la cruauté, la déshumanisation totale. Ce n'était plus seulement à propos de son père. C'était à propos d'elle, et de chaque personne comme elle, qui travaillait sans relâche, pour être invisible au confort d'hommes comme Harrison Blackwood. L'assumption paternaliste que sa vie était petite, son esprit vide, ses soucis triviaux, toute la douleur réprimée, les rêves abandonnés, la fureur silencieuse des 3 dernières années, se coalescèrent en un seul point de clarté incandescente. Elle n'avait plus rien à perdre. Son père était parti. L'AVC avait emporté sa vie 6 mois plus tôt, un fait qui rendait leur moquerie actuelle comme une profanation de sa mémoire.
Cet emploi n'était qu'une cage, et Harrison Blackwood venait de lui tendre la clé. Les steaks arrivèrent, portés par un autre serveur, mais Annelise s'avança pour les poser sur la table. Elle plaça d'abord l'assiette d'Harrison, puis celle de Garrett. Ses mains étaient parfaitement stables. Elle ne recula pas. Elle se tint droite, le menton levé, et regarda Harrison Blackwood droit dans les yeux. Pour la première fois de la soirée, il fut forcé de la voir vraiment, non comme une fonction, mais comme une personne. Il fronça les sourcils, agacé par sa présence. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il en anglais, son ton tranchant d'irritation. Annelise inspira lentement, profondément, puis expira doucement. Elle sentit un calme étrange et terrifiant s'installer sur elle. C'était le calme d'un capitaine sur le point de s'aborder son propre navire pour couler avec lui le vaisseau amiral ennemi. Elle soutint son regard froid et le retint. Puis, dans un allemand académique impeccable, teinté du léger accent cultivé de la région de Heidelberg, sa voix basse mais porteuse de l'autorité froide et claire d'un juge, elle parla. « Il y a effectivement un problème, monsieur Blackwood. » L'effet fut instantané et absolu. Harrison Blackwood se figea en plein mouvement, sa fourchette suspendue au-dessus de son steak parfaitement cuit. La confiance arrogante, rosie par le vin, s'évacua de son visage, remplacée par une vague de choc pur et sans mélange. Sa mâchoire se relâcha. Ses yeux bleus glaciers, qui n'avaient exprimé que de l'arrogance méprisante toute la soirée, s'écarquillèrent sous l'effet d'une incrédulité stupéfaite. Il avait l'air d'un homme à qui une statue de marbre dans le coin venait de demander l'heure. Garrett Vance s'étouffa avec son vin. Il crachota, toussa dans sa serviette, son visage virant au rouge tacheté. Il fixait Annelise, puis Harrison, puis de nouveau Annelise, son esprit visiblement incapable de traiter ce qui se passait. Le silence à leur table devint soudain un vide aspirant tous les bruits ambiants du restaurant. Annelise ne vacilla pas. Elle soutint le regard d'Harrison, ses propres yeux comme des éclats de silex gris. Elle avait toute son attention, totale et indivise. Pour la première fois, il la voyait vraiment, et il était terrifié. Elle poursuivit dans le même allemand calme et létal. « Poisson rouge. D'abord, je tiens à corriger un petit point de grammaire. On ne dit pas « le cerveau d'un poisson rouge ». Le génitif de goldfish est « des goldfish ». Si vous voulez insulter quelqu'un dans une langue que vous croyez vous rendre supérieure, vous devriez au moins en maîtriser les bases. Ce fut une incision de chirurgien, précise, dévastatrice, totalement inattendue. Elle n'avait pas seulement révélé qu'elle comprenait, elle avait affirmé sa supériorité intellectuelle dans la langue même qu'il avait utilisée comme bouclier. Garrett avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Harrison, lui, se remettait du choc initial, son expression se durcissant en un masque de fureur. Le sang revenait à son visage, le colorant d'un violet dangereux. « Pour qui vous prenez-vous, bon sang ?» gronda-t-il, repassant à l'anglais, sa voix un grondement bas. Annelise ne repassa pas à l'anglais. Elle resta en allemand, le forçant à la rencontrer sur son terrain. « Où est Ben ?» demanda-t-elle, un sourire triste et ironique effleurant ses lèvres une fraction de seconde. « À Heidelberg, qui suis-je ? Je suis celle dont le plus grand souci va bien au-delà des pourboires pour le loyer. Bien que, grâce à vous, ce soit effectivement un problème. Je suis celle dont le cerveau de poisson rouge a obtenu son diplôme magna cum laude en économie à l'université de Heidelberg. » Elle fit un petit pas en avant, sa voix baissant encore, la rendant plus intense, plus personnelle. « Mais ce n'est pas le nom que vous devriez retenir. Vous devriez retenir un autre nom que vous avez qualifié de « vieux fou ». Elle laissa les mots planer une seconde, observant l'horreur naissante, puis la reconnaissance dans les yeux d'Harrison. Il reliait les points, son accent, sa fluidité, sa présence ici. « Je m'appelle Annelise Schmidt », dit-elle, sa voix vibrant de 3 années de chagrin et de rage contenue. Le docteur Alistair Schmidt était mon père. Si ses premiers mots avaient été une gifle, ceci était un bélier. Harrison Blackwood recula physiquement sur sa chaise. Le nom prononcé à voix haute confirmait sa pire crainte. Ce n'était pas une coïncidence aléatoire, c'était un règlement de compte. L'élégance feutrée des Telgar s'était évaporée. Les convives aux tables voisines s'étaient tus, leurs fourchettes en suspens, leurs têtes tournées. Ils n'avaient peut-être pas compris l'allemand, mais ils comprenaient le langage universel de la confrontation. Ils voyaient le milliardaire tout-puissant se ratatiner sur sa chaise et la serveuse discrète se dresser au-dessus de lui comme un ange vengeur. Annelise n'avait pas fini. La digue avait cédé, et les mots jaillirent, non en un torrent de colère, mais en une accusation contrôlée, d'une précision glaçante. Elle continua en allemand, ses yeux rivés aux siens.
Dr Peterson, volé, Blackwood. Vous avez parlé de North Star. J'ai entendu chaque mot. Comment vous avez répandu les mensonges sur l'instabilité de la technologie? Comment vous avez fait trahir ses recherches au Dr Peterson, l'homme que mon père traitait comme un fils? Comment vous vous êtes vanté de l'avoir corrompu avec un siège sans valeur au conseil d'une coquille vide? Vous n'avez pas seulement volé son entreprise, Monsieur Blackwood. Vous avez brisé son esprit. Sa voix trembla pour la première fois, mais elle la maîtrisa instantanément. L'AVC qu'il a subi une semaine après que vous avez forcé la signature finale n'était pas une coïncidence. Votre OPA hostile était une condamnation à mort. Vous êtes assis ici à boire l'équivalent de sa valeur en vin, pendant que vous riez d'avoir détruit sa vie. Il était mort il y a 6 mois. J'espère que vous avez apprécié le vin. La phrase finale, prononcée avec une finalité glaciale, plana dans l'air comme un éclat de verre. Harrison était sans voix. Il était totalement exposé. Sa conversation ignoble mise à nu. Il regarda autour de lui avec affolement, voyant les yeux curieux et désapprobateurs de ses pairs posés sur lui. La façade soigneusement construite du titan intouchable avait été brisée par une serveuse dans un restaurant feutré. Garrett, pâle comme un linge, retrouva enfin sa voix, bégayant en anglais. « Écoutez, il n'y a pas lieu de... C'est une conversation privée. » Annelise tourna son regard froid vers lui. Elle répliqua en allemand. « Ce n'était pas une conversation privée. C'était une démonstration publique d'arrogance. Et maintenant, c'est une démonstration publique de vérité. » Elle se redressa. Son devoir accompli, la rage en elle remplacée par un vide immense et douloureux. Elle repassa à l'anglais, sa voix nette et professionnelle, le masque de la serveuse se remettant en place une dernière fois. C'était le geste le plus puissant qu'elle pouvait faire. Y aura-t-il autre chose, messieurs? Harrison Blackwood bondit enfin sur ses pieds, sa chaise raclant bruyamment le parquet ciré. Son visage était un masque orageux de fureur et d'humiliation. « Vous êtes viré !» hurla-t-il, pointant un doigt tremblant vers elle. « Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. » Avant qu'Annelise ne puisse répondre, M. Dubois se matérialisa à ses côtés. Il avait entendu le tumulte et vu toute la scène. Il regarda le milliardaire tremblant et furieux, puis la serveuse d'une composure impossible, et les dizaines de pères dieux de l'élite de la ville qui l'observaient. Il fit un calcul, « Monsieur Blackwood », dit Dubois, sa voix ferme, son accent français épais d'autorité. « Mademoiselle Schmidt, c'est mon employé, pas la vôtre. Et dans mon établissement, nous ne tolérons pas les abus envers notre personnel. Peut-être est-ce vous qui devriez partir. » Le souffle collectif des tables environnantes fut audible. Dubois venait de choisir une serveuse, plutôt qu'un de ses clients les plus riches. Annelise sortit un petit porte-addition en cuir noir de la poche de son tablier. D'une main stable, elle le posa sur la table à côté du steak intact de Harrison. « Votre addition, Monsieur Blackwood », dit-elle, sa voix égale, Pétrus inclus. C'était l'acte ultime de défi. Elle ne l'exposait pas seulement, elle lui servait la facture. Harrison fixa l'addition, puis Annelise, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson échoué. Vaincu, humilié, réduit au silence, il jeta du liquide sur la table, attrapa son manteau et sortit en trombe du restaurant, Garrett filant derrière lui comme un chien battu. À l'instant où ils disparurent, une chose étrange se produisit. Un murmure d'applaudissements spontanés s'éleva des tables environnantes. Pas bruyant ni tapageur, mais indéniable. Un murmure de soutien, de respect. Une reconnaissance discrète du courage dans un lieu où on en voyait si rarement. Annelise hocha simplement la tête, un merci silencieux aux visages anonymes. Puis elle se tourna et marcha sans courir vers le sanctuaire de la sortie du personnel, la porte de la cage dorée enfin ouverte. Dès que les portes battantes de la cuisine se refermèrent derrière elle, la composure d'Annelise s'effondra. Elle s'appuya contre le mur froid en acier inoxydable, ses jambes soudain molles comme de l'eau. Sa respiration saccadée, entrecoupée de soubresauts. L'adrénaline qui avait alimenté sa fureur justifiée s'évacua, laissant place à une exhaustion profonde, jusqu'aux os, comme celle d'un soldat après une guerre longue et brutale. La victoire semblait creuse, éclipsée par la vague fraîche de chagrin qui la submergea. Elle avait dit la vérité. Elle avait vengé la mémoire de son père d'une certaine manière, mais cela ne le ramènerait pas. Des larmes qu'elle ne s'était pas autorisée à verser depuis des mois coulèrent silencieusement sur ses joues, non de tristesse, mais de pure libération cathartique. Ses collègues, les autres serveurs, le personnel de cuisine, qui avaient vu la fin de la confrontation à travers le hublot de la porte, gardèrent une distance respectueuse. Ils voyaient ces larmes non comme une faiblesse, mais comme l'épilogue d'un acte de force monumentale. Le chef, un homme trapu nommé Antoine,
posa discrètement un verre d'eau sur un plan de travail proche, un petit geste de solidarité dans leur monde commun du service. Quelques minutes plus tard, M. Dubois entra dans la cuisine. Son visage, habituellement un masque de stress professionnel, inhabituellement doux. Il s'approcha d'Annelise avec précaution. « Mademoiselle Schmidt », commença-t-il doucement. « Annelise, ça va ?» Elle essuya ses yeux du dos de la main et se redressa, essayant de retrouver une apparence de professionnalisme. « Je m'excuse, Monsieur Dubois. J'ai perdu mon sang-froid. Je comprends si vous devez me renvoyer. Je vais vider mon casier. » Dubois leva la main. « Vous renvoyez, Annelise? Ce que vous avez fait? Il a fallu un courage que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Cet homme, Blackwood, c'est un tyran qui croit que son argent fait de lui un roi. Ce soir, vous lui avez montré qu'il n'est qu'un homme cruel qui plus est. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux clairsemés. « Je ne vais pas vous mentir. Il va probablement essayer de causer des problèmes à ce restaurant. Il est puissant. Mais Ethelgard a une réputation qui précède Harrison Blackwood, et elle lui survivra longtemps après qu'il sera oublié. Ma réputation, en revanche, ne survivrait pas si je renvoyais une employée pour avoir défendu sa dignité et l'honneur de sa famille. » Il marqua une pause, son expression sérieuse. « Vous avez une place ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Prenez le reste de la soirée. Rentrez chez vous et reposez-vous. » Annelise était abasourdie. Dans un monde où le client avait toujours raison, surtout un client qui pouvait acheter et vendre tout le pâté de maison, son manager avait choisi de la soutenir. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. « Ça signifie plus que vous ne le savez. » En rassemblant ses affaires dans son casier, son vieux sac à main, son manteau, le manuel d'économie usé, elle sentit un changement profond dans sa propre perception. Elle était entrée au travail ce soir-là comme un fantôme résigné à son sort. Elle en sortait en tant qu'Annelise Schmidt, fille d'Alistair Schmidt, une femme qui avait dit la vérité au pouvoir et n'avait pas été abattue. L'histoire, cependant, ne s'arrêta pas quand elle franchit la porte. À l'insu de tous à ce moment-là, l'une des clientes qui avait assisté à tout le drame était Evelyn Reed, journaliste d'investigation senior au New York Chronicle. Elle dînait avec une source off the record, mais la scène à la table de Blackwood était rapidement devenue l'unique histoire de la salle. Evelyn, qui avait un flair pour l'hypocrisie et une aversion profonde pour les prédateurs corporatifs, avait enregistré la fin de l'échange sur son téléphone, capturant la sortie furieuse de Blackwood et les applaudissements qui suivirent. Elle ne comprenait pas l'allemand, mais elle comprenait les rapports de force. Elle passa l'heure suivante à interroger discrètement 2 autres convives et un plongeur, reconstituant le récit. Elle avait les noms, Harrison Blackwood et Annelise Schmidt. Au moment où Annelise montait dans le métro pour rentrer, son histoire prenait déjà vie. Le lendemain matin, elle explosa. L'article d'Evelyn Reed fut publié en une de l'édition numérique du Chronicle, sous un titre fracassant, « Le milliardaire et la serveuse d'Ethelgard. Comment une conversation secrète en allemand a exposé le cœur pourri d'un raider corporatif. » L'article était un chef-d'œuvre de journalisme narratif. Il décrivait la scène au restaurant avec une verve cinématographique, opposait l'immense richesse de Blackwood à la dignité silencieuse d'Annelise. Et surtout, Evelyn avait fait ses devoirs pendant la nuit. Elle avait croisé Northstar et Schmidt et découvert les grandes lignes de l'OPA hostile sur Schmidt Biosolutions. Elle peignit un portrait dévastateur d'un scientifique brillant, ruiné par un prédateur sans cœur. L'histoire d'Annelise, la prodige contrainte de devenir serveuse pour soigner son père mourant, était le cœur émotionnel qui fit exploser l'article. À 9h44, la serveuse d'Ethelgard était en tendance sur les réseaux sociaux. L'histoire était partout. Un conte parfait de David contre Goliath pour l'ère numérique. Les gens la partageaient avec des commentaires furieux sur la cupidité corporative et des louanges émues pour le courage d'Annelise. Quelqu'un déterra ses relevés de notes à Heidelberg, confirmant son parcours. Une photo de son père, le docteur Alistair Schmidt, recevant un prix pour l'innovation, commença à circuler. Les retombées pour Harrison Blackwood furent immédiates et catastrophiques. Le cours de l'action de sa firme phare, Blackwood Capital, plongea dès l'ouverture du marché. Son conseil d'administration, les mêmes qui applaudissaient en privé ses tactiques impitoyables, paniqua face au cauchemar médiatique. L'histoire n'était pas seulement celle d'un goujat dans un restaurant. Elle portait sur les méthodes frauduleuses utilisées dans l'acquisition Northstar. La mention d'un chercheur corrompu et d'un rapport fabriqué sur la viabilité de la technologie attira l'attention de plus que le public. Elle attira celle de la Securities and Exchange Commission, SEC.
Garrett Vance fut la première victime. Il fut licencié avant le déjeuner. Un agneau sacrificiel offert dans une tentative désespérée de contenir les dégâts. Blackwood publia une excuse tiède, rédigée par ses avocats, pour son « langage inapproprié », que le public démantela immédiatement comme insincère. Pour Annelise, la journée fut un tourbillon surréaliste. Son téléphone, un appareil prépayé bon marché, vibrait sans cesse d'appels et de textos provenant de numéros inconnus. Des reporters campèrent devant son petit immeuble. Elle resta à l'intérieur, regardant l'histoire se dérouler sur son ordinateur portable, se sentant détachée, comme si elle lisait l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis, en fin d'après-midi, un courriel traversa le bruit. L'expéditeur était Robert Chen, PDG de Phoenix Holdings, un fonds d'investissement rival connu pour ses ventures durables et éthiques. Chen avait longtemps admiré le travail de son père et avait même tenté de s'associer à Schmidt Biosolutions des années plus tôt, avant que Blackwood ne s'impose. Le message était bref et direct. Objet: l'héritage de votre père. Chère Madame Schmidt, je viens de lire l'article du Chronicle. Je connaissais votre père et je sais ce que le monde a perdu quand son œuvre a été démantelée. Ce que vous avez fait hier soir a demandé un courage incroyable. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est l'intellect qui transparaissait si clairement dans votre mise en déroute de M. Blackwood. Ma firme, Phoenix Holdings, lance une nouvelle division dédiée à l'identification et au financement d'innovations technologiques socialement responsables, exactement le type de travail que votre père défendait. Nous avons besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un avec un parcours en économie, une compréhension de la technologie et une boussole morale irréprochable. Ce n'est pas un geste de pitié. C'est une offre d'emploi. Je crois que vous êtes la personne la plus qualifiée pour ce rôle. Si cela vous intéresse, ma porte est toujours ouverte. Cordialement, Robert Chen. Annelise lut le courriel 3 fois. Ses mains tremblaient. Mais cette fois, ce n'était pas de peur ni de choc. C'était d'espoir. Un espoir fragile, inconnu, qui montait des cendres de son passé. Ce n'était pas seulement un emploi. C'était une chance de reprendre son avenir en main et de poursuivre l'héritage de son père d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. L'écho de ses mots à Etelgar n'avait pas seulement abattu un tyran, il lui avait construit un pont vers une nouvelle vie. Une semaine après l'incident à Etelgar, le monde avait irrémédiablement changé pour Annelise Schmidt et Harrison Blackwood. Pour Blackwood, la descente fut rapide et brutale. La SSC lança une enquête formelle sur l'acquisition North Star, citant l'article d'Evelyn Reed. Le docteur Peterson, le chercheur que Blackwood avait corrompu, vit l'écriture sur le mur. Face à d'éventuelles accusations fédérales, il accepta de coopérer pleinement avec les enquêteurs, fournissant des preuves des rapports fabriqués et des termes de son accord illicite avec Blackwood Capital. Le scandale n'était plus une question d'opinion publique, c'était une affaire d'enquête criminelle. Blackwood fut contraint de démissionner de son poste de PDG, son nom devenant un actif toxique. L'empire qu'il avait bâti sur la peur et l'intimidation s'effondrait sous le poids d'une seule conversation remplie de vérité. Pour Annelise, l'ascension fut tout aussi rapide, mais bien plus profonde. Après un week-end de réflexion prudente, elle accepta l'offre de Robert Chen. Elle entra dans les bureaux étincelants du centre-ville de Phoenix Holdings, non plus comme serveuse, mais comme directrice nouvellement nommée de l'Initiative pour l'innovation éthique. Le contraste avec sa vie précédente était frappant. Au lieu d'un casier exigu, elle avait un bureau d'angle spacieux avec une vue rivalisant avec celle d'Etelgar. Au lieu d'un uniforme amidonné, elle portait un tailleur simple mais élégant qui lui donnait l'impression d'une armure et d'une libération. Ses collègues ne la traversaient pas du regard. Ils se tournaient vers elle pour des conseils et de l'expertise. Sa première réunion fut avec Robert Chen lui-même. Un sexagénaire aux yeux bienveillants et à la poignée de main ferme, l'antithèse d'Harrison Blackwood. « Annelise », dit-il en l'invitant à s'asseoir, « je veux être clair sur la raison de votre présence. Le monde est rempli de gens intelligents. Il est rempli d'économistes et d'analystes financiers. Ce qui est rare, c'est la sagesse. La sagesse de savoir que comment on gagne de l'argent est aussi important que combien on en gagne. Votre père avait cette sagesse. Et d'après tout ce que j'ai vu, vous aussi. » Il fit glisser un dossier sur la table polie. « Voici notre premier projet pour la nouvelle division. Un portefeuille de startups travaillant sur tout, de l'agriculture durable aux diagnostics médicaux abordables. Je veux que vous les évaluiez. Trouvez celles qui ont le potentiel de changer le monde pour le mieux. Trouvez la prochaine Schmidt Biosolutions. Et cette fois, assurons-nous de la protéger. En ouvrant le dossier,
Anneliese vit une liste de noms et d'idées débordantes d'espoir et d'ingéniosité. Cela ressemblait à un retour à la maison. La partie de son cerveau qui avait dormi 3 ans, celle qui aimait les données et les systèmes complexes, se réveilla. Mais cette fois, elle était tempérée par la sagesse durement acquise de son expérience. Elle ne regarderait pas seulement les bilans, mais les gens derrière. Elle écouterait non seulement ce qu'ils disaient, mais comment ils le disaient. Son premier acte majeur en tant que directrice fut personnel. Utilisant ses nouvelles ressources et connexions, elle engagea des démarches judiciaires pour racheter les brevets de la technologie de purification d'eau de son père. Blackwood Capital, désormais en plein chaos et désespéré de se débarrasser de ses actifs toxiques, régla presque immédiatement, les revendant pour une fraction de leur valeur réelle. Anneliese créa une fondation au nom de son père, plaçant les brevets dans un trust public à licencier à bas coût aux nations en développement. L'œuvre de toute une vie de son père servirait enfin le bien de l'humanité, comme il l'avait toujours voulu. Un soir, environ 1 mois après le début de son nouveau rôle, Anneliese se retrouva à travailler tard. En rangeant sa mallette, elle regarda par la fenêtre de son bureau la tapisserie étendue des lumières de la ville. Bien en bas, nichée parmi les gratte-ciel, elle distinguait à peine la lueur chaude d'Etelgar. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été, le fantôme dans la cage dorée, se déplaçant en silence avec son chagrin. Elle avait cru que la force consistait à endurer la douleur, à la cacher. Elle réalisait maintenant que la vraie force était de la dire à voix haute, quel qu'en soit le prix. Elle n'avait pas cherché la vengeance. La vengeance est un feu qui consume tout. Ce qu'elle avait accompli était plus durable, la justice. Et des cendres de cette confrontation, quelque chose de nouveau et de beau émergeait. L'héritage de son père était sécurisé. Son propre avenir, autrefois un paysage désolé d'obligations, était désormais un horizon de possibilités illimitées. Elle éteignit la lumière de son bureau, laissant la ville à son éclat nocturne. Elle n'était plus une serveuse au service des puissants. Elle était l'une d'eux, mais à ses propres conditions, guidée par un ensemble de valeurs différents. Anneliese Schmidt était enfin libre, non seulement de son passé, mais pour construire un avenir meilleur. Le fantôme d'Etelgard avait trouvé sa voie, et cette voie allait désormais contribuer à façonner le monde. 6 mois passèrent. Le froid de l'automne céda la place au gel profond de l'hiver. Et avec le changement des saisons, le paysage de la vie d'Anneliese se transforma complètement. Elle n'était plus définie par le trauma de son passé, mais par la promesse de l'avenir qu'elle construisait activement. À Phoenix Holdings, elle n'était pas seulement une employée. Elle était une force. Elle se déplaçait avec une assurance tranquille et méritée. Son intelligence n'était plus une arme cachée, mais un outil qu'elle utilisait quotidiennement pour construire, nourrir et autonomiser. Son premier grand succès fut le financement de Vidian Dynamics, une petite start-up fondée par 2 ingénieurs brillants mais sous-financés, qui avaient développé un polymère biodégradable pour remplacer les plastiques à usage unique. Anneliese avait vu au-delà de leur présentation hésitante jusqu'au cœur de leur science. Reconnaissant la même étincelle de potentiel révolutionnaire que possédait son père, elle défendit leur cause au sein de Phoenix, structurant un accord qui leur donnait le capital nécessaire sans sacrifier leur mission. Le projet fut un succès retentissant, salué par les groupes environnementaux et plaçant Phoenix Holdings à l'avant-garde de la révolution verte. Robert Chen avait pris l'habitude de l'appeler l'architecte, parce qu'elle ne trouvait pas seulement l'innovation. Elle construisait les cadres pour qu'elle prospère. Les nouvelles sur Harrison Blackwood devinrent un bruit de fond, un écho lointain d'une bataille depuis longtemps gagnée. Il était enlisé dans des procédures judiciaires, sa fortune s'écoulant en honoraires d'avocat et amendes de la SEC. Son nom était une blague dans les cercles financiers, un conte édifiant sur l'hybris. Anneliese n'éprouvait aucune satisfaction de sa chute, seulement un sentiment détaché d'équations enfin équilibrées. Son attention était tournée vers la construction, non, la destruction. Un après-midi mardi frisquet, un courriel atterrit dans sa boîte qui perça le calme de sa nouvelle réalité. L'expéditeur était Garrett Vance. Anneliese fixa le nom, une douleur fantôme de mémoire remontant à la surface. Elle se rappelait son rire servile, son visage pâle et paniqué au restaurant. Elle faillit supprimer le message, mais une curiosité inachevée la retint. Elle l'ouvrit. Le message était court, dépouillé du jargon corporatif qu'il crachait autrefois. « Madame Schmidt, je sais que vous n'avez aucune raison de lire ceci, encore moins d'y répondre. Je n'écris pas pour demander pardon. Je sais que je n'y ai pas droit. J'écris pour demander 5 minutes de votre temps.
Il y a des choses que je dois vous dire en personne, non comme excuse, mais comme explication. Je serai au café au coin de votre immeuble. The Daily Grind, demain à 13 h. Si vous ne venez pas, je comprendrai parfaitement et ne vous importunerai plus. Sincèrement, Gareth Vance. Son premier instinct fut de refuser. Pourquoi remuer la nuit la plus laide de sa vie? Mais en y réfléchissant, elle comprit que ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos d'elle. C'était clore le dernier chapitre. Comprendre l'anatomie complète du système qui avait victimisé sa famille. Elle avait besoin de voir ce qu'étaient devenus les hommes qui n'étaient pas des titans, mais simplement ceux qui les soutenaient. Le lendemain, elle entra dans The Daily Grind. Gareth était assis à une petite table au fond, et il était presque méconnaissable. Le costume impeccable avait disparu, remplacé par un pull élimé. Son visage était émacié, ses yeux ombragés d'une lassitude qui allait au-delà de la simple fatigue. Il ressemblait à un homme vidé de l'intérieur. Il tressaillit en la voyant, puis se leva maladroitement. « Madame Schmidt, Annelise, merci d'être venue. »« J'ai 5 minutes, monsieur Vance, » dit-elle, le ton neutre, restant debout. Il hocha la tête, désignant la chaise vide. « S'il vous plaît. » Elle s'assit, le dos droit, les mains croisées sur la table. « Je ne sais pas par où commencer, » commença-t-il la voix rauque. « J'ai tout perdu après cette nuit. Mon emploi, ma réputation, ma fiancée m'a quitté. J'ai mérité tout ça. Pendant des mois, j'étais juste en colère contre Blackwood, contre la journaliste, même contre vous. Mais c'était la voix du lâche. » Il baissa les yeux sur ses mains. « La vérité, c'est que je savais qui était Blackwood. Je savais que l'accord North Star était pourri. Je voyais comment il opérait, comment il savourait la cruauté. Et j'ai suivi. Je l'admirais. Je voulais être lui. Je me disais que c'était juste les affaires, que des gens comme votre père n'étaient que des dommages collatéraux malheureux, mais nécessaires sur le chemin du succès. » Il leva enfin les yeux, et Annelise vit des larmes monter. « Ce que je veux dire, c'est... Je suis désolé. Je suis désolé pour ma part dans ce qui est arrivé à votre père. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, et ce que je n'ai pas fait. J'étais un charognard se nourrissant des restes de la table d'un monstre. Et j'avais besoin de vous le dire en face. » Annelise écouta, l'expression indéchiffrable. Elle s'attendait à des excuses, à une tentative désespérée de manipulation. Elle ne s'attendait pas à cette confession brute, pathétique. Elle ne voyait pas en lui un méchant, mais un échec profond et tragique de caractère. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-elle calmement. « Parce que je dois recommencer, » dit-il. « Et je ne peux rien construire de nouveau sur un fondement de mensonges. Je travaille comme manutentionnaire dans un entrepôt à Queens. C'est un travail honnête, c'est calme. Ça me laisse beaucoup de temps pour penser, et j'ai réalisé que la seule personne que je trompais vraiment à l'époque, c'était moi-même. » Annelise resta silencieuse un long moment. Elle pouvait le détruire d'un mot froid. Elle pouvait partir et le laisser dans son auto-apitoiement. Mais c'était la voix de Blackwood, pas la sienne. La rédemption ne consiste pas à obtenir le pardon de ceux qu'on a blessés, monsieur Vance, dit-elle, la voix plus douce maintenant, mais non moins ferme. C'est une dette qu'on se paye à soi-même. On ne répare pas le passé en s'excusant. On l'expie par ce qu'on fait ensuite. Trouver un moyen de faire du bien. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Soyez simplement un meilleur homme que vous ne l'étiez. C'est la seule excuse qui comptera jamais. Elle se leva. « Je vous souhaite la paix, monsieur Vance. » Sur ce, elle se tourna et sortit, lui laissant son dernier cadeau inattendu. Non son pardon, mais une carte vers son propre salut. Ce soir-là, Annelise fit une réservation. Elle entra dans Etelgar, non par l'entrée du personnel, mais par les grandes portes d'entrée. On ne l'accueillit pas avec l'attente du service, mais avec la révérence due à une légende. Monsieur Dubois lui-même s'avança, le visage fendu d'un large sourire sincère. « Annelise, c'est un honneur de vous revoir. L'honneur est pour moi, Jean-Pierre, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Une table pour une personne, s'il vous plaît. » Il n'hésita pas. Il la conduisit personnellement sur le tapis moelleux, passant devant les regards curieux de la nouvelle vague de clients et l'installa à la table d'angle privilégiée. Sa table, assise là, regardant les mêmes lumières de la ville, elle sentit les derniers vestiges du fantôme qu'elle avait été s'effacer. Elle était désormais l'architecte de son propre monde. Elle commanda un repas simple et élégant, accompagné d'un verre de sauterne. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. Non comme une ancienne serveuse émerveillée, mais comme une femme qui connaissait sa propre valeur. Son repas fut une célébration silencieuse de son parcours, un hommage à son père, une reconquête d'un espace qui avait autrefois été le théâtre de son humiliation la plus profonde.
et un toast à l'avenir sans limite. Quand l'addition arriva, elle la régla, laissant un pourboire généreux à la jeune serveuse qui l'avait servie. Une fille aux yeux vifs et pleins d'espoir, qui rappelait un peu à Annelise celle qu'elle avait été. Cette histoire est un puissant rappel qu'il y a souvent plus chez les gens que ce qui saute aux yeux. Derrière un uniforme ou un titre de poste, il peut y avoir une richesse d'expérience, d'intelligence et d'histoires non dites. Le parcours d'Annelise nous montre que la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut nous enlever par le mépris ou l'arrogance. C'est quelque chose que nous revendiquons pour nous-mêmes. Son courage de dire sa vérité face à un pouvoir écrasant n'a pas seulement exposé un homme cruel. Il a libéré son propre potentiel et récupéré l'héritage de son père. C'est un témoignage de l'idée qu'une seule voix parlant avec conviction peut effectivement changer le monde, ou du moins son petit coin de celui-ci. Si cette histoire de résilience, de justice et du pouvoir triomphant de l'esprit humain vous a touché, aidez-nous à partager d'autres récits comme celui-ci. Appuyez sur le bouton « Like ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames réels qui vous inspireront et vous émouvront.